L'intelligence d'une personne n'est pas seulement mesurée par sa capacité intellectuelle ou par son diplôme, mais aussi par la sagesse, la capacité à prendre des décisions, le discernement et le contrôle émotionnel. Comme l'a dit Platon, sage est celui qui parle parce qu'il a quelque chose à dire. Fou est celui qui parle parce qu'il faut dire quelque chose. Une personne sage réfléchit soigneusement avant de parler pour éviter de dire quelque chose d'inapproprié. Une phrase mal choisie peut donner une mauvaise impression aux autres personnes. Maintenant, commençons avec la première 9 que les personnes intelligentes évitent de dire. Numéro 1. Les commérages. Imaginez-vous au travail en train de prendre un café quand soudain vous entendez « Tu as vu ce qui est arrivé à Amélie ?» ou « Tu as vu le chef gronder Pierre ?» Votre cœur s'accélère et la curiosité s'éveille. Mais avez-vous vraiment besoin de savoir ce qui s'est passé? Les commérages sont comme une glace qui fond. Cela semble doux au début, mais cela devient vite un gâchis collant. Les personnes intelligentes savent que les commérages sont un poison déguisé en divertissement. Mais pourquoi sommes-nous tellement attirés par les commérages? Une étude de l'Université de Californie révèle que les commérages occupent 65% de nos conversations quotidiennes. Nous sommes pratiquement accros à nous mêler de la vie des autres. Tous les commérages ne sont pas mauvais. L'anthropologue Robin Dunbar affirme que les commérages ont aidé nos ancêtres à tisser des liens et à transmettre des informations vitales pour la survie. Mais comme tout dans la vie, ce comportement excessif a un côté négatif. Alors, comment savoir si nous exagérons? Voici quelques signaux d'alerte. Si ce que vous allez dire rendrait l'autre personne mal à l'aise, il vaut mieux ne pas le dire. Ou encore, si vous vous amusez des malheurs des autres, pensez « et si c'était moi ?» Parfois, il est difficile de résister à la tentation, comme quand on nous dit de ne pas penser à une pomme et qu'on finit par y penser. La clé est de rediriger cette énergie. Au lieu de propager des commérages, partagez des connaissances, étudiez un sujet qui vous intéresse et diffusez vos idées. Socrate disait que la meilleure façon de gagner une bonne réputation est d'être ce que vous voulez sembler être. Commencez par utiliser quelques stratégies. La première est de vous lancer dans un défi pour les 7 prochains jours. Évitez de parler de la vie des autres. À la fin d'une semaine, cela transformera votre perception et vos relations. Deuxièmement, soyez positif. Lorsque quelqu'un essaie de vous commérer quelque chose, changez la conversation pour quelque chose de positif à propos de cette personne. Troisièmement, pratiquez une pause consciente. Avant de parler, respirez profondément. Ces quelques secondes peuvent éviter la futilité des commérages. Si vous tombez dans le piège, ne vous sentez pas mal. L'important est de reconnaître et de réfléchir à la valeur et à l'impact de vos paroles. Adopter une attitude consciente et disciplinée en parlant n'est pas seulement un exercice de contrôle personnel, mais un choix pour mener une vie plus significative et centrée sur ce qui compte vraiment. Pour les 7 prochains jours, challengez-vous à abandonner la pratique des commérages et observez comment cela transforme votre perception et améliore vos relations. Numéro 2. Parlez impulsivement. Vous est-il déjà arrivé de sentir que vos paroles sortent avant que votre cerveau ne les ait traitées? Cela arrive même aux meilleurs d'entre nous, mais les personnes véritablement intelligentes ont appris à maîtriser l'art du silence stratégique. Explorons comment éviter de parler avant de réfléchir aux conséquences. Le philosophe stoïcien Épictète a dit « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter le double de ce que nous disons. » Il avait raison. Une étude de l'université Harvard a révélé que les personnes qui réfléchissent avant de parler sont perçues comme plus intelligentes et dignes de confiance. Le silence peut être puissant. Comment éviter les paroles précipitées dont nous nous repentons presque toujours par la suite? Voici un truc. Avant de parler, surtout dans des situations tendues, faites une pause et comptez jusqu'à 5. Ces 5 secondes peuvent faire la différence entre une réponse rationnelle et réfléchie et une opinion que vous regretterez. Imaginez lors d'une dispute familiale, vous êtes sur le point de dire quelque chose de blessant, mais vous respirez profondément et comptez jusqu'à 5. Pendant ce temps, votre cerveau traite la situation de manière plus rationnelle, ce qui donne une réponse plus mature et constructive. En plus de compter jusqu'à 5, pratiquez la pleine conscience. Cela signifie être conscient de vos pensées et émotions avant de parler, comme un filtre pour vos paroles. Cette pratique vous aide à contrôler vos impulsions et à répondre de manière plus réfléchie et constructive.
améliorant vos relations et évitant les regrets. En utilisant la pleine conscience, vous transformez la communication en un outil puissant pour votre croissance personnelle et pour maintenir l'harmonie dans toutes vos interactions. Le célèbre psychologue Daniel Goleman, auteur du livre Intelligence émotionnelle, suggère que les personnes ayant une haute intelligence émotionnelle sont meilleures pour contrôler leurs impulsions, y compris l'impulsion de parler sans réfléchir. Une autre technique utile est d'utiliser l'acronyme PENS, P pour positif, E pour éducatif, N pour nécessaire, S pour sincère et E pour éduquer. Si ce que vous êtes sur le point de dire ne répond pas à au moins 3 de ces critères, il serait peut-être préférable de ne pas parler. Souvenez-vous, les mots ont du pouvoir. Ils peuvent construire des ponts ou creuser des tranchées, guérir des blessures ou les ouvrir, inspirer la grandeur ou semer le doute. Et même si vos paroles peuvent être pardonnées, certaines peuvent ne jamais être oubliées. La prochaine fois que vous sentirez que les mots sont sur le point de sortir de votre bouche, respirez, comptez jusqu'à 5, pratiquez la pleine conscience, utilisez votre intelligence émotionnelle et appliquez le filtre PENS. Vos relations, votre carrière et votre paix intérieure vous en seront reconnaissants. Si vous êtes déjà tombé dans ce piège, racontez votre histoire dans les commentaires et n'oubliez pas, pense avant de parler à l'avenir. Numéro 3. Détails financiers intimes. Imaginez que votre compte bancaire est comme un coffre rempli de trésors. Donneriez-vous la combinaison à n'importe qui? Bien sûr que non. Quand il s'agit d'argent, la discrétion est de mise. Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs du monde, a dit « Ne dites jamais à personne combien vous gagnez. C'est impoli et cela peut coûter cher. » Il avait raison. Partager des détails financiers intimes, c'est comme inviter tout le monde à fouiller dans votre portefeuille. Une étude de l'Université de Chicago a révélé que ceux qui gardent leurs finances privées ont tendance à avoir des relations plus saines et moins compétitives. Pensez combien de fois vous avez vu quelqu'un changer d'attitude en découvrant le salaire de quelqu'un d'autre. Garder vos finances privées prévient l'envie, le jugement et vous protège également des escrocs et des opportunistes. C'est comme porter un gilet pare-balles invisible. Cela ne signifie pas que vous devez être un coffre-fort humain impénétrable. Partagez des informations financières lorsque nécessaire, comme avec votre partenaire ou conseiller financier, mais gardez les détails pour vous. Si quelqu'un vous presse de partager vos détails financiers, répondez avec humour ou avec des réponses vagues, comme « Pas besoin d'un prêt ce mois-ci, mon ami » ou « Je suis reconnaissant pour ce que j'ai ». Ces réponses protègent votre vie privée sans paraître arrogant. Souvenez-vous, votre situation financière est personnelle et doit le rester. Une personne intelligente sait que les détails financiers intimes doivent être gardés secrets. Protéger vos finances vous donne le pouvoir de contrôler votre récit financier. Donc, la prochaine fois que quelqu'un essaie de fouiller verbalement dans votre portefeuille, rappelez-vous qu'un peu de discrétion est à la fois intelligente et élégante. Numéro 4. Mensonge. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent toujours avoir des problèmes? Aujourd'hui, parlons de l'une des habitudes les plus dangereuses, mentir. Cela peut sembler inoffensif, mais mentir, c'est comme construire un château de cartes. Chaque mensonge est une carte ajoutée, rendant la structure de plus en plus instable. Un souffle et tout s'effondre. Nous ne disons pas que vous n'avez jamais dit un petit mensonge. Nous l'avons tous fait. Mais il y a une grande différence entre des mensonges occasionnels et faire du mensonge une habitude. Mentir, c'est comme utiliser un parfum bon marché pour masquer une mauvaise odeur. Cela peut fonctionner un moment, mais à la fin, l'odeur de la malhonnêteté apparaît, et personne ne veut être près de quelqu'un de malhonnête. Alors, pourquoi mentons-nous? Parfois par peur, pour éviter les conflits, ou parce que cela semble plus facile que de dire la vérité. Mais une personne intelligente sait que l'honnêteté, bien que parfois inconfortable, apporte toujours de meilleurs résultats à long terme. Pensez à vos relations comme à un compte bancaire. Chaque fois que vous êtes honnête, vous faites un dépôt. Chaque mensonge est un retrait, et de nombreux retraits vous laissent dans le rouge, sans la confiance de personne. Cela ne signifie pas que vous devez être brutalement honnête tout le temps. L'intelligence émotionnelle est cruciale. Savoir quand être honnête et quand il vaut mieux se taire est essentiel. Par exemple, si un ami qui ne supporte pas d'entendre « non » vous demande une opinion directe,
alors qu'ils cherchent simplement une confirmation, peut-être qu'un simple « je vous laisse décider » suffira. La clé est de trouver l'équilibre entre honnêteté et gentillesse. Comme quelqu'un l'a sagement dit, la vérité sans tact est cruauté, mais le tact sans vérité est manipulation. Donc, la prochaine fois que vous aurez envie de mentir, demandez-vous si cela vaut la peine de risquer votre intégrité. Les mensonges nous volent l'opportunité d'être fidèles à nous-mêmes, c'est comme des bagages d'aéroport. Ils pèsent toujours plus que vous ne l'imaginez et finissent par coûter cher. Avant de continuer, je vous demande de partager discrètement cette vidéo avec ceux que vous savez avoir besoin d'apprendre cela. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo. Numéro 5. Faire des provocations. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où quelqu'un a essayé de vous provoquer, faisant bouillir votre sang et vous donnant envie de réagir? Avant de tomber dans ce piège, comprenons pourquoi les personnes intelligentes évitent les provocations. Imaginez que les provocations sont comme des publicités ennuyeuses, interrompant votre série préférée. Que faites-vous? Vous changez de chaîne, n'est-ce pas? Il en va de même pour les provocations. Changez de sujet. Notre cerveau réagit aux provocations comme à des menaces sociales, déclenchant notre instinct de survie et nous préparant à riposter. Mais c'est là que l'intelligence émotionnelle intervient. C'est comme avoir un super pouvoir qui nous permet de voir au-delà des intentions des autres. Les personnes émotionnellement intelligentes savent que derrière une provocation se cache souvent l'insécurité, la douleur ou l'ennui. Éviter les provocations ne vous affaiblit pas, cela demande plus de force. C'est comme résister à la dernière part de pizza quand on est au régime, mais se sentir champion après. Quand quelqu'un essaie de vous provoquer, pensez que vous êtes comme un mur et laissez les provocations rebondir et tomber. Une autre technique est d'utiliser l'humour comme un bouclier de plaisanterie qui dévie les provocations. Répondre par une plaisanterie légère désarme le provocateur et détend l'atmosphère. Souvenez-vous, en évitant les provocations, vous renforcez votre muscle émotionnel. Restez calme, souriez et continuez votre chemin. 30 secondes de maîtrise de soi évitent les disputes et les ressentiments qui peuvent durer des années. Numéro 6. Parlez avec colère. La meilleure réponse à la colère est le silence. Marco Aurelio l'a dit et il avait raison. La colère est une émotion puissante qui peut facilement nous dominer. Cependant, une personne intelligente sait que la vraie sagesse réside dans le contrôle de cette colère, en la canalisant correctement et en l'exprimant de manière appropriée. Imaginez un incendie dans une forêt. Le feu incontrôlable détruit tout sur son passage, laissant dévastation et cendres. Maintenant, pensez à la colère comme à cet incendie. Lorsque nous laissons notre colère prendre le dessus, nous brûlons des relations, des opportunités et notre propre paix intérieure. Cependant, si nous parvenons à contrôler ce feu, nous pouvons l'utiliser pour réchauffer, cuisiner et éclairer, transformant la destruction en quelque chose de constructif. Combien de fois vous êtes-vous laissé emporter par la colère et avez dit quelque chose dont vous avez regretté par la suite? Une personne intelligente pratique la patience et le self-control, car cela transforme les réactions impulsives en réponses réfléchies. Ainsi, leurs paroles deviennent des outils de construction et non de destruction. Vous pouvez agir de la même manière et apprendre à mener une vie plus équilibrée et consciente. Évaluez vos réactions, contrôlez votre feu intérieur et laissez vos paroles refléter votre sagesse plutôt que votre impulsivité. Numéro 7. Partagez trop sur les réseaux sociaux. Avez-vous déjà pensé si partager chaque détail de votre vie sur les réseaux sociaux est une bonne idée? Imaginez votre vie comme une maison. Les réseaux sociaux en sont les fenêtres. Voulez-vous que tout le monde regarde à l'intérieur? Probablement pas. C'est ce que nous faisons lorsque nous partageons trop en ligne. Les réseaux sociaux sont des outils incroyables lorsqu'ils sont utilisés avec sagesse. La clé est de trouver l'équilibre entre le partage et la protection. Même les experts en technologie sont prudents quant à ce qu'ils publient en ligne. Ils comprennent les risques. Considérez vos publications comme des tatouages numériques. Une fois publiées, elles peuvent rester là pour toujours. Il existe des façons intelligentes d'utiliser les réseaux sociaux tout en protégeant votre vie privée. Par exemple, avez-vous déjà pensé à avoir des profils séparés pour votre vie personnelle et professionnelle? C'est comme séparer les vêtements que vous portez pour le travail et ceux que vous portez à la maison. Une autre chose importante est la géolocalisation.
Marquer des photos avec votre localisation exacte peut être amusant. Mais voulez-vous vraiment que tout le monde sache où vous êtes tout le temps? C'est comme porter un GPS sur votre dos. Et en ce qui concerne vos amis sur les réseaux sociaux, combien d'entre eux connaissez-vous vraiment? Chaque nouvel ami pourrait être une nouvelle fenêtre ouverte sur votre vie privée. Enfin, ne négligez pas les politiques de confidentialité. Ces longs textes que personne ne lit sont importants. Peut-être devriez-vous commencer à les lire ou rechercher des résumés fiables. Utiliser les réseaux sociaux de manière intelligente ne signifie pas vivre dans la peur ou disparaître du monde numérique. Cela signifie être conscient, prendre le contrôle, réfléchir avant de poster, être sélectif dans vos connexions et protéger vos données personnelles. Numéro 8. Ne divulgue pas leurs insatisfactions. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez à ce qui arrive qui importe. Épictète. Cette citation d'Épictète souligne l'importance de notre réaction aux événements plutôt qu'aux événements eux-mêmes. Les personnes intelligentes comprennent que divulguer souvent leurs insatisfactions ne change pas la situation, mais peut perpétuer un cycle de négativité. Plutôt que de se concentrer sur le problème, elles ont appris à se concentrer sur la réponse et l'action. Imaginez une tasse de thé. Si vous continuez à agiter la tasse, le thé ne se calmera jamais et il sera impossible à boire. Divulguer constamment ces insatisfactions est comme agiter cette tasse de thé. L'agitation interne persiste et ne vous permet jamais de trouver clarté ou paix. Pensez à la semaine dernière. Combien de fois avez-vous exprimé vos insatisfactions aux autres? Faites un exercice d'auto-évaluation. Notez chaque fois où vous vous êtes plaint ou avez critiqué quelque chose. Maintenant, réfléchissez à combien de ces plaintes ont abouti à une solution réelle ou ont amélioré la situation. Préférez-vous continuer à agiter votre tasse de thé en restant dans une turbulence constante ou laisser les feuilles se poser pour boire un thé calme et clair? Rappelez-vous, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez à ce qui arrive qui compte vraiment. Choisir de ne pas divulguer vos insatisfactions vous permet de maintenir la paix intérieure et de diriger votre énergie vers des solutions productives. Le gain potentiel est immense. Commencez à vous concentrer sur ce que vous contrôlez, et c'est totalement sous votre contrôle de laisser en commentaire quelles des 8 choses vous allez adopter dans votre vie à partir de maintenant. Commencez à déclarer et à vous engager dans votre changement et voyez comment votre vie peut se transformer. Merci de m'avoir accompagné dans cette sagesse. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact des vices sur votre vie? Paresse, orgueil, gourmandise, luxure, avidité, arrogance. Nous avons tous ces impulsions et, à un moment donné, nous y cédons. Les vices réveillent notre côté le plus irrationnel, nous séduisent et obscurcissent notre jugement. Ils nous font croire qu'ils sont inoffensifs, voire bénéfiques. Le stoïcisme critique sévèrement les vices. Pour les stoïciens, les vices annulent notre raison et notre liberté, nous transformant en esclaves de nos désirs. La philosophie stoïcienne est une école de pensée pratique qui nous enseigne à cultiver la vertu, nous éloignant ainsi des vices et nous conduisant vers une vie pleine et heureuse. Comme vous l'avez probablement déjà remarqué, le vice nous rend malheureux. Il semble apporter satisfaction, mais cette satisfaction est éphémère, ne laissant que souffrance et angoisse. Marc Aurèle disait « Le vice est sa propre punition et se trouve dans sa propre destruction ». Et Sénèque ajoutait « Le vice est l'ennemi le plus puissant que l'on puisse affronter, mais la vertu est la meilleure défense contre lui. » Dans cette vidéo, je vais vous aider à contrôler les vices et à devenir plus vertueux et heureux. Tout d'abord, nous allons comprendre le vice dans le stoïcisme, puis apprendre 10 conseils pour le combattre avec vertu. Avant de commencer, engagez-vous à adopter une attitude plus ferme face aux vices et aux petites compulsions. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car en absorbant les connaissances stoïciennes, votre force morale pour les mettre en pratique se développera également. Pour le stoïcisme, le vice est un comportement moralement incorrect et préjudiciable pour celui qui le commet. C'est une affliction de l'âme qui se penche vers l'appétit rationnel, déforme le jugement, provoque la souffrance et mine toute paix intérieure et sérénité. Des exemples de vices, comme nous le savons tous, sont la vanité, la colère, la peur, la luxure, l'avarice, la gourmandise et bien d'autres. Marc Aurèle explique très bien ces déviations de l'âme et dit ce qui suit.
Le premier et le plus grand vice est l'ignorance. Le second est le manque de maîtrise de soi. Le vice est d'abord le résultat d'un jugement erroné, découlant d'un exercice défectueux de la vertu de la sagesse. Lorsque nous sommes pris par le vice, notre compréhension prend deux alternatives. Soit elle identifie comme un bien ce qui est en réalité un mal, soit elle reconnaît comme un mal et tente de se convaincre que c'est un bien. Dans les deux cas, le résultat est le même. La compréhension est obscurcie et exprime l'erreur. Avec une compréhension et une raison confuses, le plaisir et le désir prennent le dessus. On privilégie le plaisir momentané au détriment du bonheur véritable et l'on devient prisonnier des impulsions. Par nature, les impulsions sont irrationnelles et égoïstes, ce qui nous rend plus animaux qu'humains. Celui qui se laisse aller au vice renonce à la raison, qui nous fait être humains, et devient esclave de ses passions, ce qui est une caractéristique des animaux. Ainsi, celui qui s'abandonne au vice montre un manque évident d'amour pour lui-même et pour l'humanité, car il choisit de trahir ce qu'il y a de plus parfait et de plus noble en lui. En plus de nous rendre plus animaux, le vice nous rend dépendants et manipulables comme des esclaves de nos passions. Il annule notre liberté et nous rend incapables de choisir entre une action ou une autre. Prisonniers du vice, les autres peuvent faire ce qu'ils veulent de nous. Ils peuvent nous manipuler facilement en utilisant cette faiblesse. La raison s'égare et laisse place au plaisir, perdant toute capacité de dominer les passions et de les ordonner vers la vertu. Le désir et la vertu, selon un stoïcien, sont incompatibles. C'est pourquoi les vices, qui privilégient les désirs et éloignent de la vertu, nous éloignent à la fois de la sérénité et du bonheur de vie vers lesquels tout être humain devrait tendre. Cependant, il ne faut pas penser que tomber dans le vice signifie tomber dans une erreur irréparable dont nous ne pouvons pas nous sortir. Au contraire, comme le dit Sénèque, le meilleur remède contre le vice est la vertu. C'est pourquoi, comme le défend le stoïcisme, il est nécessaire de lutter chaque jour pour le pratiquer. Nous devons lutter pour être plus rationnels, plus sereins, renoncer peu à peu au vice et atteindre la maîtrise de nous-mêmes. C'est une tâche difficile, mais elle correspond à une fin aussi grandiose que le bonheur véritable. Si le bonheur complet était facile à obtenir, il ne serait pas si merveilleux ni si précieux. Si vous pensez comme les stoïciens, il est très probable que vous soyez d'accord avec toutes ces idées. Cependant, vous vous demanderez sûrement, bien que je sois d'accord avec cela, que puis-je concrètement faire pour vaincre les vices dans ma vie quotidienne? Par où devrais-je commencer? C'est ce que je dédie à la deuxième partie de cette vidéo, où je vais vous donner quelques conseils pour combattre la tyrannie des vices et cultiver la vertu. Connais-toi toi-même. Pour lutter contre quelque chose, il faut d'abord savoir contre quoi lutter. Prenez le temps de réfléchir attentivement à vos faiblesses et vos vices. Au fond, nous sommes tous conscients desquels il s'agit. Notre cœur altéré par eux nous indique la cause de notre turbulence et de notre malheur. Avarice, luxure, gourmandise et égoïsme. Il est essentiel de reconnaître ces sentiments et d'avoir clairement défini ce que nous voulons combattre. Notre bien comme notre mal n'existe que dans notre volonté. Épictète. Imaginez que c'est un chemin long et difficile. Rien de grand ne se crée soudainement. Épictète. Se défaire des vices est une tâche très compliquée car ils sont profondément enracinés dans notre cœur. Gardez à l'esprit que, pendant le parcours, il est très probable que vous rechutiez en eux. Et il n'y a aucun problème, c'est tout à fait naturel. L'important est de ne pas abandonner et de toujours revenir pour lutter contre eux. Si vous continuez à essayer, il viendra sûrement un jour où vous les aurez complètement surmontés. Déterminez votre motivation. Pensez aux précieuses raisons qui vous ont poussé à vouloir abandonner le vice. Le principal est d'être plus heureux, mais chaque personne aura d'autres raisons particulières, comme avoir une liberté financière, prendre soin de sa santé, améliorer ses relations et ainsi de suite. Gardez cela toujours à l'esprit, surtout dans les moments les plus difficiles, et n'oubliez pas qu'elles sont infiniment plus précieuses et méritent bien plus de valeur que les vices auxquels vous avez succombé. Établissez des objectifs réalistes. Définissez un objectif qui soit stimulant mais atteignable. Pas trop facile, mais pas impossible non plus. Il est important que vous compreniez que vaincre le vice exigera des efforts, mais il est essentiel que vous croyiez en votre capacité à y parvenir. Éloignez-vous de ceux qui vous incitent au vice.
Celui qui vous pousse vers le vice ne cherche pas votre bien. Quand on aime vraiment quelqu'un, on souhaite tout le meilleur pour cette personne. Le vice est un mal qui mène au malheur, donc celui qui l'encourage en vous ne se soucie pas de votre quête de la plus grande vertu et du bonheur véritable. Cela peut être très difficile, mais vous devez réaliser que vous devez vous éloigner de ceux qui vous entraînent vers le vice. Sinon, vous vous nuirez tous les deux, vous-même et l'autre personne. Quittez les relations que, au fond de vous, vous savez ne pas être bénéfiques pour l'un ou l'autre. Commencez progressivement. Si vous êtes fortement impliqué dans ce vice, commencez petit à petit. Il n'est pas nécessaire de l'abandonner d'un coup. Vous pouvez fixer des objectifs progressifs chaque jour, chaque semaine ou chaque mois. Soyez comme les fourmis. Grain par grain, on fait une montagne. Comme le dit Marc Aurèle, la vertu n'est pas quelque chose qu'on acquiert du jour au lendemain. C'est le résultat d'un travail constant de maîtrise des vices. Évitez les situations à risque. Si vous connaissez vos vices et vos faiblesses et que vous êtes déterminé à les surmonter, évitez à tout prix les situations qui pourraient vous faire retomber dans ces vices. Cela peut impliquer que vous devez modifier certains de vos habitudes de vie et changer votre environnement pour éviter les tentations. Soyez donc courageux et gardez toujours à l'esprit que tout sacrifice en vaut la peine. Intériorisez la différence entre le plaisir momentané et la satisfaction complète. À mesure que vous tomberez moins dans les vices, vous constaterez une énorme différence entre le plaisir momentané que les vices procurent et la satisfaction complète qui vient de les vaincre par la vertu. La satisfaction complète de vaincre les vices par la vertu procure infiniment plus de joie et de sérénité intérieure. Vous réaliserez que malgré les difficultés à ne pas succomber aux vices, le bonheur qui découle de les surmonter est authentique et durable. Demandez de l'aide. Personne ne peut résoudre tous les problèmes seul. Faire appel à d'autres personnes peut être très utile. En plus de trouver du soutien, il y a certainement beaucoup de personnes qui sont tombées dans le même vice que vous. Elles peuvent partager leurs expériences et vous pouvez beaucoup apprendre de cela. Philosophes, amis, familles, professionnels, il y a beaucoup de personnes qui peuvent vous être d'une grande aide. Pensez aux dommages que vous vous infligez et infligez aux autres. Comme le disait Sénèque, le contrôle des vices n'est pas seulement un acte d'amélioration personnelle, mais aussi un service à la société et au monde. Lorsque nous tombons dans les vices, nous avons souvent tendance à penser que le dommage n'est pas si grand ou qu'il n'existe pas vraiment. Cependant, le vice cause une blessure profonde à l'âme et ouvre la voie au malheur et au malheur. Cela dénote un immense manque d'amour pour nous-mêmes, car nous nous faisons du mal et refusons le bien. De plus, le vice affecte inévitablement les personnes autour de nous, que ce soit parce que nous les partageons avec elles, parce que nous les encourageons à les commettre ou parce que nous les tolérons chez les autres. Le vice est comme une spirale, un trou noir qui finit par entraîner tout et tous. Ne vous faites pas de mal, ni ne le permettez aux autres. Cherchez toujours le bien et la vertu. Pour conclure, je voudrais partager avec vous quelques citations de philosophes stoïciens sur le vice. Les vices sont des faiblesses que nous devons surmonter pour atteindre la grandeur et la sagesse. Marc Aurèle. Les vices sont des chaînes qui nous retiennent et nous empêchent d'atteindre la liberté et la paix intérieure. Épictète. La véritable grandeur ne consiste pas à éviter les vices, mais à les surmonter. Sénèque. Surmonter les vices est un chemin difficile, mais c'est à travers ce voyage que nous trouvons notre véritable force et sagesse. Chaque pas vers la vertu nous rapproche d'une vie pleine et équilibrée, où la raison et la liberté l'emportent sur les impulsions et les désirs irrationnels. Maintenant, partagez dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'apprentissage stoïque sur le contrôle des vices. Votre opinion est très importante pour nous, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune connaissance. La quête de l'excellence personnelle continue et nous sommes ensemble dans cette démarche. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo. Avez-vous déjà réfléchi au rôle de l'autodiscipline dans votre vie? Combien de fois avez-vous abandonné un objectif ou un rêve faute de discipline? Beaucoup aspirent à de grandes réalisations, mais peu comprennent que la clé réside dans le développement de la discipline nécessaire pour persévérer, même lorsque les temps sont difficiles. Marc Aurèle, connu comme le dernier des 5 bons empereurs, a écrit les Méditations pendant son règne, partageant des perspectives précieuses sur le développement de l'autodiscipline.
Aujourd'hui, explorons 10 des enseignements les plus importants de Marc Aurèle sur comment construire l'autodiscipline et comment les appliquer dans votre vie. Relevez ce défi. Avant de commencer, engagez-vous vraiment à adopter une attitude plus disciplinée dans votre vie. Commencez par vous abonner à la chaîne, aimer cette vidéo et tirez parti de chaque contenu pour nourrir votre esprit. Le chemin vers l'excellence personnelle commence maintenant. 1. Ayez un but. L'autodiscipline commence par la découverte de votre dessein. Marco Aurèle disait « Je suis éveillé au travail d'un être humain. Pourquoi donc serais-je troublé par le fait que je vais faire ce pour quoi j'ai été fait, les choses pour lesquelles j'ai été placé dans ce monde? Ou ai-je été fait pour me cacher sous les couvertures et me tenir au chaud? Est-ce si plaisant? Alors, es-tu fait pour le plaisir? En résumé, se dorloter ou se battre. Marco Aurèle croyait que chacun de nous a un dessein, quelque chose pour lequel nous avons été créés. Il est de notre devoir d'accomplir ce dessein, car c'est ce qui vous fait vous lever chaque matin. Si vous avez une compréhension claire de vos objectifs et comment vos tâches quotidiennes s'y inscrivent, il est très probable que vous parviendrez à les accomplir. Par exemple, si vous avez un pneu crevé et devez le changer. Votre dessein est clair. Changez le pneu le plus rapidement possible pour pouvoir reprendre votre route. Vous le ferez, peu importe à quel point vous vous sentez fatigué. La plus grande source d'autodiscipline est d'avoir une raison de faire la tâche. Si vous ne savez pas quoi faire, commencez simplement. Si vous voulez être écrivain, écrivez tous les jours. Si vous voulez être artiste, dessinez et créez chaque jour. Peu importe ce que vous voulez faire, vous n'avez pas besoin de plus de motivation, de recherche ou de conseils. Vous devez simplement commencer à pratiquer chaque jour et affronter les difficultés au fur et à mesure qu'elles surviennent. Parce que votre dessein vous donnera la force, l'enthousiasme et la motivation pour avancer vers votre objectif. L'autodiscipline consiste à trouver des raisons convaincantes de faire quelque chose, puis à s'engager jusqu'à l'atteindre. 2. Sans te faire confiance. Selon Marc Aurèle, vous devez transformer votre désir en pierre, satisfaites vos envies et gardez votre esprit centré sur vous-même. Une fois que vous avez un but solide, il est temps de construire un plan d'action pratique pour vous aider à atteindre votre objectif. Vous ne devez pas seulement vous engager envers vos objectifs, mais vous engager envers toutes les petites actions que vous réaliserez tout au long du chemin vers ces objectifs. Nous devons être pleinement engagés à faire ce qui est nécessaire pour accomplir le travail, indépendamment des défis qui se présentent. L'autodiscipline est la capacité d'agir, de faire ce que vous devez faire, indépendamment de votre état physique, mental ou émotionnel. Tout ce que vous souhaitez avoir, être et faire, dépend de votre capacité à accomplir les actions nécessaires pour atteindre vos objectifs, que vous le vouliez ou non. Vous pouvez commencer par établir un plan d'action efficace, comprenant une échéance pour atteindre un objectif. Il devrait également être basé sur des mini-objectifs, divisant votre objectif en parties gérables. Les mini-objectifs vous assureront que vous progressez vers le résultat souhaité par petites étapes et blocs de temps. Cela évite que vous vous sentiez découragé et sans progrès. Travailler sans résultat peut vous faire tomber dans le piège de la procrastination et, à terme, de la stagnation. 3. Ayez de la constance. Marc Aurèle dit « Vous devez construire votre vie action par action et vous contenter si chacune atteint son objectif dans la mesure du possible, et personne ne peut vous en empêcher. » Même avec un but solide et un plan pratique, 95% d'entre nous échouent à atteindre leurs objectifs. Nous échouons parce que nous ne parvenons pas à être constants. Nous n'apprenons pas la constance. Nous devons agir tous les jours. Le simple fait d'agir chaque jour développe une résistance mentale. Vous développez votre concentration et comprenez le processus nécessaire pour accomplir quelque chose de grand. Vous devez semer avant de récolter. L'autodiscipline n'est rien d'autre que l'habitude de la constance. Trouvez la motivation pour faire quelque chose de nouveau et continuez à le faire, jusqu'à ce que cela devienne automatique et que vous commenciez à voir des résultats. Donc, même si vous échouez une fois, par exemple, si vous ne vous entraînez pas alors que vous savez que vous devriez le faire, cela ne définit pas qui vous êtes. Votre capacité à avancer est ce qui fait de vous une personne disciplinée et forte. Un mauvais jour ne doit pas devenir une mauvaise semaine. Une mauvaise semaine ne doit pas devenir une mauvaise année. Dès que vous vous réveillez,
Rappelez-vous que chaque nouveau jour est une nouvelle vie et avancez en vous concentrant sur ce qui est devant vous, c'est-à-dire la vie elle-même. 4. L'importance de la souffrance volontaire. Selon les paroles de Marc Aurèle, nous devons nous discipliner dans les petites choses, puis progresser vers les choses de plus grande valeur. La difficulté volontaire est l'une des façons dont nous pouvons construire notre autodiscipline et apprécier ce que nous avons. Essayez de prendre une douche froide, de marcher là où vous pourriez utiliser la voiture. Ainsi, vous comprendrez à quel point ce que vous avez est précieux et passe chaque jour inaperçu. 5. Pratiquez le contrôle. Marc Aurèle dit « Vous avez pouvoir sur votre esprit, non sur les événements externes. Comprenez cela et vous trouverez la force. Être anxieux, petite chose, est néfaste pour la discipline. Vous avez un objectif. Vous travaillez avec concentration et alors surgissent des doutes, des pensées négatives et de l'anxiété, des préoccupations sur ce qui peut ou ne peut pas arriver, qui sont hors de votre contrôle et vous paralysent. La meilleure chose que vous puissiez faire est d'appliquer ce que Épictète a dit. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Se concentrer sur ce que vous contrôlez peut être une réalité concrète dans votre vie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de commenter. Ensemble, nous pouvons créer une communauté qui s'entraide et cherche à évoluer. 6. Laissons le victimisme de côté. Selon les paroles de Marc Aurèle, fais ton travail sans te plaindre. Vous avez déjà dit quelque chose comme « Je suis né comme ça ». Je n'ai jamais appris autre chose. Mes parents ont donné un très mauvais exemple. Tout le monde fait ça. Ce sont des excuses que les gens utilisent pour justifier de rester comme ils sont au lieu de s'efforcer de s'améliorer. Vous devez assumer la responsabilité et vous demander « Pourquoi moi ? Et pourquoi cela m'arrive-t-il » La mentalité de victime est l'ennemi de la résilience mentale. Vous n'êtes peut-être pas responsable, mais votre vie dépend de votre capacité à déterminer ce qui est sous votre contrôle et à en assumer la responsabilité. Plutôt que de recourir à l'apitoiement sur soi-même, vous devez vous entraîner à prendre en charge votre vie. Il est plus facile de rejeter la faute sur les autres lorsque quelque chose tourne mal ou lorsque nous ne savons pas quoi faire. Mais seules les personnes dotées de force mentale sont capables de prendre leurs responsabilités, même lorsque ce n'est pas de leur faute, et de redresser la barre. Soyez cette personne qui intervient pour agir, résoudre les problèmes, et non celle qui regarde autour d'elle pour chercher à qui la faute incombe. Lorsque vous vous victimisez, vous abandonnez le contrôle et vous vous déchargez de toute responsabilité personnelle. Sans responsabilité, progresser et devenir une meilleure personne devient une tâche impossible. 7. L'intérêt de retarder votre satisfaction. Selon les mots de Marc Aurèle, alors tu es né pour te sentir à l'aise. Au lieu de faire des choses et de les vivre, ne vois-tu pas les plantes, les oiseaux, les fourmis, les araignées et les abeilles accomplir leurs tâches individuelles, mettant de l'ordre dans le monde du mieux qu'ils peuvent? Et toi, en tant qu'être humain, tu n'es pas disposé à faire ton travail? Pourquoi ne cours-tu pas pour faire ce que ta nature exige? Le report de gratification implique la capacité d'attendre pour obtenir ce que l'on désire. Imaginez aller à la fête de l'entreprise avec beaucoup de nourriture et de boissons, alors que vous essayez de perdre du poids. Si vous cédez et remplissez votre assiette de friandises qui font grossir, cela pourrait compromettre votre régime, mais vous pourriez profiter d'une petite récompense instantanée. Si vous parvenez à résister et passer la soirée à manger de la salade et à boire de l'eau, alors vous serez récompensé à l'avenir en éliminant ces kilos superflus. Cette capacité de résister à la tentation et de maintenir nos objectifs est souvent appelée autodiscipline. Et rester concentré sur votre objectif, quelles que soient les circonstances ou l'environnement, fait partie intégrante de ce comportement. Vous vous privez maintenant pour obtenir quelque chose de bien meilleur plus tard. 8. Ignorez la voix des pessimistes. Marc Aurèle dit « Quand quelqu'un te blâme ou te hait, ou quand les gens expriment des critiques similaires, va vers leurs âmes, pénètre en elles et vois quel genre de personnes ils sont. Tu comprendras alors qu'il n'est pas nécessaire de te tourmenter avec l'anxiété qu'ils aient une opinion particulière de toi. Chaque fois que vous commencez à agir et à affirmer, même si c'est juste pour vous-même, que vous croyez avoir un but spécial dans la vie et que vous ferez tout ce qu'il faut pour l'atteindre, vous attirerez les pessimistes. Les pessimistes sont ceux qui critiquent, objectent ou s'opposent à quelque chose. Ils aiment dire non et vous décourager.
Ils peuvent vous aimer, mais ils craignent le progrès, donc ils sont contre tout, et leurs opinions peuvent être cruelles. Vous devez réaliser et comprendre que se mettre en colère contre l'opinion de quelqu'un que vous ne connaissez pas ou que vous respectez est aussi futile que de se fâcher contre la météo. C'est une perte d'énergie. Ne perdez pas votre temps, car leur voix ne mérite pas d'être entendue. Vous devriez chercher activement des feedbacks honnêtes de ceux que vous respectez. Mais assurez-vous qu'ils ne soient pas connus pour être pessimistes. Commentez la façon dont vous traitez les opposants. Votre expérience peut apprendre aux autres à ne pas se laisser décourager par les critiques. 9. Cherchez des modèles de sagesse. Marc Aurèle dit « Fréquente des hommes de bonne moralité afin de modeler ta vie sur la leur, que ton choix se porte sur quelqu'un de vivant ou du passé. Regardez autour de vous pour trouver des réponses qui vous aideront à renforcer votre autodiscipline. En particulier, identifions des modèles. Vos modèles peuvent être vos amis, votre famille, vos collègues qui ont déjà atteint l'objectif que vous visez. Demandez-vous, qui le fait actuellement? Qui a réussi à atteindre cet objectif avec succès? Qui a maîtrisé avec succès cette habitude? Qui a réussi ce changement? Qui possède l'autodiscipline nécessaire dans ce domaine? Que puis-je apprendre de cette personne qui pourrait m'aider dans mon cheminement? Demandez à ces personnes comment elles se sont disciplinées. Demandez-leur quelles actions spécifiques elles ont suivies pour obtenir les résultats qu'elles ont aujourd'hui. Utilisez ensuite leur expérience pour vous aider à vous discipliner tout au long de votre propre croissance. 10. Soyez vraiment honnête avec vous-même. Passez en revue honnêtement votre journée. Selon les mots de Marc Aurèle, voici les caractéristiques de l'âme rationnelle. Conscience de soi, auto-examen et autodétermination. Il récolte sa propre récolte. L'une des meilleures façons de devenir plus discipliné est de vous examiner et de trouver vos points faibles. Soyez d'une honnêteté brutale et utilisez ce temps pour vous connecter à votre subconscient. Avant de vous coucher, réfléchissez à votre journée et à vos actions. Posez-vous les questions suivantes. Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Où ma discipline et mon autocontrôle ont-ils été mis à l'épreuve? Où ai-je été assertif? Qu'ai-je mal fait? Pourquoi cela s'est-il produit? Comment puis-je m'améliorer? Maintenant, vous savez comment vous pouvez vous améliorer demain. Rappelez-vous, le chemin vers la discipline de soi ne consiste pas à être parfait, mais à progresser. Il est normal de faire des erreurs, et il est important que vous en tiriez des leçons sans vous sentir coupable. Sénèque nous enseigne la compassion envers soi-même. Pardonnez-vous pour vos erreurs et voyez-les comme des occasions de croissance. La culpabilité, si elle n'est pas contrôlée, peut devenir un obstacle, conduisant à la procrastination et à la stagnation. Au lieu de cela, utilisez chaque défi comme un escalier pour monter plus haut, en apprenant et en vous améliorant à chaque étape. C'est en vous pardonnant et en ne vous blâmant pas que vous évitez de procrastiner. Et ne soyez pas seulement critique envers vous-même. Réfléchissez à ce que vous avez bien fait pour pouvoir le répéter demain. Soyez reconnaissant pour les bonnes choses qui se sont produites aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, faites le premier pas vers un changement réel. Aimez, abonnez-vous et activez les notifications. Le pouvoir de l'autodiscipline est à votre portée.